Les deux équipes s'observent, remise en jeu, oui, là une passe très technique, mise au point un peu sèche entre les joueurs, peu de temps mort dans cette rencontre, plus qu'une poignée de secondes avant la fin du match, quelle magnifique combinaison, un double, non un triple, quelle intelligence de jeu, ah là oui, dans la lucarne, quel extraordinaire dénouement, ah, que d'émotion! Pour la deuxième journée du championnat, 3 des favoris vainqueurs samedi dernier à l'extérieur ont l'avantage de jouer ce soir à domicile. Auxerre reçoit Lille, PSG Caen et Lens accueille Nancy. Marseille joue au Havre. Bonsoir à tous, jour de foot pour cette deuxième journée du championnat de France de première division. On vous proposera dans quelques instants des résumés assez dynamiques. Il y a eu des rebondissements pratiquement sur tous les terrains et des matchs à suspense. Nous n'oublions pas également la deuxième division. Un match était attendu ce soir, c'est Gueugnon-Sochaux. Vous aurez droit à un résumé complet à la fin de cette émission. On va commencer tout de suite en revenant un tout petit peu en arrière par le match avancé hier, Monaco contre Montpellier. Vous savez qu'il valait mieux ne pas rater hier soir à Louis II le premier quart d'heure. Si c'était votre cas ou si vous n'étiez pas avec nous sur Canal en direct, voici avec un résumé préparé par François Pécheux les moments importants de ce Monaco-Montpellier. Franck Sauzet est un garçon très bien. Quand il fait une bourde, il la répare très vite. La bourde, c'est dès la 6e minute du match. Cette ouverture de Petit et ce but de Chifo. Sauzet qui hésite, Martini est trop loin et Enzo Chifo en profite très astucieusement. 1-0 pour Monaco qui domine et qui marque, c'est normal. Seulement Franck Sauzet a l'esprit revanchard. Coup franc à 26,80 m, vous l'avez vu. Et les coups francs, il adore ça. Une frappe de costaud, un tir au cordeau, Barthez est le premier surpris et Montpellier égalise. Un partout dans le premier quart d'heure, 2 buts dans les 2 premiers tirs cadrés. Ce match démarre bien, Sauzet est vraiment un garçon très bien. Monaco et sa grosse équipe est piquée au vif. La suite ressemble à une belle démonstration de manque de réussite. Anderson lancé dans une situation qu'il affectionne, 1 contre 1, frappe croisée. Mais devant lui, la belle détente de Martini et des poteaux pas assez écartés à son goût. Monaco stérile retrouve ses démons en début de saison. Une bonne poignée d'occasions ratées, encore celle-ci en seconde période. Toujours Anderson pour frapper et toujours Martini pour mettre le gant. Les Monégasques font partie des favoris dans ce championnat. Et c'est d'autant plus rageant de voir s'envoler 2 points dès le premier match à domicile. Et pour Montpellier, c'est un deuxième bon match nul à l'extérieur après Guingamp. Montpellier qui jouera enfin la semaine prochaine à domicile et ce sera contre Cannes. Transition facile, toute trouvée, Cannes-Nantes. On va démarrer par là pour l'actualité de ce soir. Un match entre une équipe de Cannes qui a bien démarré, qui a gagné à l'extérieur il y a quelques jours pour la première journée. Et puis de l'autre côté, à la Beaujoire, des Nantais qui avaient donc chuté à domicile. Les clés du match sont simples. Confirmation pour les Cannois ou réveil enfin des Nantais. À la Boca, le résumé préparé par Denis Balbir. Samassi Abou avait commencé sa carrière en première division avec Lyon contre Nantes déjà. C'était il y a 4 ans et 1 jour très précisément. Ce soir, ce sont les grands débuts à Nantes de Nenad Bjekovic en attendant un autre attaquant, l'Argentin Mazzoni. Pascal Garibian, l'arbitre de cette rencontre, donne le coup d'envoi avec des Nantais qui se présentent avec 2 croix et pignoles. Un premier tir de Samassi Abou qui ne menace pas Eric Loussoirne. Dominique Casagrande est toujours suspendu. Jean-Claude Ciodo sur le banc, Robert Budzinski, Georgéo, le kiné Philippe Daguillon, Cannes qui balance et Nantes qui va essayer de regagner la balle, mais ce n'est pas facile car Bedrosian a le ballon. Pignol, ballon perdu, Abou qui remise pour Cédric Dory, terrible de Dory, de 20-22 mètres. Cédric Dory, l'ancien Havrais, marque son premier but sous les couleurs cannoises et quel but fantastique! Superbe reprise et également une très très belle remise ici d'Abou qui a longtemps galéré et qui trouve une place au soleil à Cannes. Les Cannois mènent 1-0 dans les premières minutes avec des Nantais qui essayent de réagir. Une très belle passe de Makelele pour Endoram qui en se retournant manque le cadre de Lemasson. C'est dommage. Endoram est en milieu de terrain mais il va de plus en plus aider ses attaquants, en particulier Bjekovic et le Tunisien Selimi. Deuxième période avec des Nantais incisifs et Bjekovic qui frappe le rebond, aurait pu tromper François Lemasson, mais il est attentif. Toujours 1-0 pour Cannes. Les Nantais pressent avec encore une reprise de Jaffé Endoram qui est partout. Des Nantais qui ont mal commencé ce championnat
Et Jean-Claude Sodo a fait rentrer du 109 avec Gourvenec, avec Savino qui vient de centrer. Pignol est là pour récupérer. Cannes est privé d'Oduto, Djemali est à terre, touché à l'épaule, cafouillage dans la défense, Gourvenec qui frappe et Darocha qui touche le ballon et qui réussit à égaliser. Un but partout. C'est la consternation à Cannes, mais quel bonheur pour Darocha. Gourvenec qui tire, Darocha qui est au 6 mètres. Le ballon touche le poteau. Belle réussite nantaise. C'est le premier match nul de l'histoire des Cannes-Nantes. Il faudrait pour cela que Cannes ne marque pas un autre but. Et Assignon arrive, le Togolais. Superbe parade d'Éric Loussouarne qui envoie ce ballon en corner. Magnifique. Darocha peut savourer sa joie car Nantes revient de loin et prend un point précieux ici. Et on continue donc avec un deuxième match nul de la journée. C'est sur le même score que celui que vous avez vécu hier avec nous sur Canal entre Monaco et Montpellier à quelques kilomètres de la Boca. Rennes-Nice maintenant, là on va retrouver deux équipes qui ont mal démarré leur première journée il y a quelques jours. 0 but, 0 point bien évidemment. Rennes et Nice étaient au bas du tableau. Ils n'avaient pas intérêt à se tromper une deuxième fois. À Rennes on retrouve Philippe Jonat. Et à 25 ans, Stéphane Guivarch est de retour en Bretagne après un an passé à Auxerre. Il aura porté les couleurs de Brest, de Guingamp où il inscrit 23 buts lors de la montée en D1 en 95. Il veut réussir à Rennes, il a soif de victoire et de but, mais attention quand même aux Niçois à la recherche d'une victoire. Denef le coup franc. Attention à Salimi, une tête qui passe juste à côté de la lucarne de Pandurovic. Voilà la première occasion de ce match, elle est signée Nice. Mahé est parti dans le trou, mais Johnson l'Écossais préfère tenter sa chance, c'est au-dessus du but de Valanconi. Johnson que l'on retrouve, un ballon pour Carteron, un ballon à ras de terre, il y a Guivarch accroché par Salimi, c'est un pénalty accordé par monsieur Glochon, pénalty justifié d'ailleurs, il était accroché. Et attention à Viltord en force au centre, et cela fait 1-0 à 7 minutes de la mi-temps. Voilà Viltord et Rennes qui ouvrent le score au meilleur moment. La seconde période maintenant avec un coup franc, un corner de Tatarian, la tête de l'Assassi. Viltord qui a du champ, il attend du soutien Viltord. Un crochet à droite, il a vu Papoura qui est parti à la limite du hors-jeu, mais c'est Stéphane Guivarch qui est parti à grande enjambée. Il y a Papoura, il y a Johnson également et c'est Johnson l'Écossais qui marque 2-0. Cet ex-joueur de Hearts qui évolue avec Gilles Rousset, 22 ans. Est vraiment très brillant et il marque là son premier but dans notre championnat. Rennes encore avec Denis, Huard, Dabo, une des nouvelles recrues. Attention à Viltord, il glisse un peu Viltord, un ballon en retrait, le pied gauche de Guivarch et le voilà le but de Stéphane Guivarch, 25 ans, sous ses nouvelles couleurs et c'est un très bon retour du Breton dans sa région pour le 3-0. Nice tente de revenir quand même. Gomis qui alerte là-bas James Deba, la puissance du Libérien. Un lob sur Pandurovic. James Deba qui marque dans le but déserté. Papoura, le Roumain, n'a rien pu faire. Cela fait maintenant 3-1. Attention à Nice encore avec Denef, Milinkovic, le Yougoslave. Face à l'Assassi, il est accroché. Dommage, l'Assassi, il provoque la faute. C'est un pénalty, le deuxième dans ce match. Cette fois, c'est pour Nice. Il y a Chaouch, extérieur, pied droit, trop ouvert. C'est raté. Le score ne changera pas. C'est la déception dans les rangs niçois. Et la joie pour ces très bons débuts à domicile du Stade Rennais de Guivarch, Lambert et consorts. Et pour Nice, début de championnat difficile, toujours pas de points malgré un but marqué donc par James Deba ce soir. Bastia-Guingamp maintenant, vous rappelez qu'il y a une semaine, les Corses avaient réussi à débuter leur championnat en décrochant un beau match gagnant à domicile. C'était une belle victoire, il fallait essayer de confirmer cela. Ce soir, Antoine Dromniak et ses coéquipiers avaient l'intention tout simplement d'essayer de refaire le même coup face à une autre équipe venue de Bretagne. Après Rennes, voici les aventures de Guingamp à Furiani. Christophe Roux. À Bastia, Frédéric Antonetti a décidé de reconduire la même équipe contre Rennes, donc Wilfried Goel est sur le banc. La première action de cette rencontre est en faveur du Sporting Club de Bastia, avec un ballon qui est remis par Roll dans le paquet et se retourne Anton Dromdiak. Sans succès, belle parade d'Angelo Hughes, une équipe de Dindon qui est privée de Charles-Édouard Corridon. Et où Hughes a beaucoup de travail dans ce début de rencontre avec un centre ici qu'il dévie en corner. Il y avait Serdiaski
en embuscade prêt à marquer. 38e minute du match, le ballon dévié 2 fois et au deuxième poteau, Lubomir Moravchik qui surgit pour inscrire son premier but sous les couleurs bastiaises. C'est superbe. Angelo Hughes a vu arriver un missile, il ne peut rien. Et Lubomir Moravchik qui a tiré du pied gauche. Il y avait également Carnot éventuellement pour dégager ce ballon, mais c'est allé très vite et avec l'aide du montant, ça rentre, ça fait 1-0 pour Bastia. Bastia qui pousse avant la mi-temps avec un ballon qui revient une nouvelle fois vers Drobniak. La reprise de volée détournée par Angelo Hughes, avantage au gardien cette fois, mais que c'était bien fait de la part d'Anton Drobniak. Deuxième mi-temps, Wilfried Goel remplace Frank Van de Castel. Il est applaudi par le public, c'est sa première apparition sous le maillot Bastia. Et Wilfried Goel va peut-être être démarqué par Drobniak. Non, Drobniak qui préfère frapper seul. Et le réflexe d'Angelo Hughes qui met en corner. C'est bien fait de la part du meilleur buteur du championnat. 2 buts contre Rennes, mais là ça ne rentre pas. Et donc toujours ce score de 1-0 en faveur de l'équipe de Bastia. Drobniak va dans les airs, Goel se retourne et ça passe à la gauche des buts de Hughes. Cette attaque bastiaise, Drobniak et Goel n'a pas encore trouvé ses marques, mais elle est sur le bon chemin. Ça continue avec Wilfried Goel encore qui est démarqué. Il prend le meilleur sur la défense d'Ingampès, mais son tir de gauche n'est pas suffisamment appuyé. Les Guingampais qui auront subi considérablement. La dernière occasion est en faveur d'Anton Drobniak. Ça ne rentre pas, score final 1-0. Parole au héros de la soirée, Lubomir Moravchik. Je suis très content pour mes coéquipiers, pour le public, pour toute la Bastia et notamment aussi pour moi parce que j'ai marqué mon premier but et j'espère que ça ne va pas être le dernier. Non, ça sera sûrement pas le dernier. On va en revoir dans le jour de foot dans les semaines qui viennent pour Moravchik. Regardez, Monsieur Léon, il a eu pas mal de travail et des cartons à distribuer, des cartons jaunes. 1 point sur 6 pour cette équipe de Guingamp qui jouera maintenant, en laissant le championnat, mardi prochain, une place en UEFA. La Coupe Intertoto continue pour Smereki et ses joueurs. Ce sera contre le Rotor de Volgograd. On enchaîne avec Lyon-Strasbourg. Voilà un match indécis avec à la clé des points qui valent déjà très cher. Tout simplement parce qu'on a d'un côté des Strasbourgeois qui ont perdu des points. Ils veulent ramener quelque chose après la défaite contre le Paris Saint-Germain de Gerland. Et puis de l'autre côté, c'est un peu le même problème. Les Lyonnais veulent à tout prix cette année ne pas infliger de trop nombreux matchs nuls à Gerland, toujours aux supporters de Lyon. On va retrouver dans un stade de Gerland toujours en chantier. Enchanté, c'est Grégoire Margoton. Gerland, bientôt tout neuf. Le virage nord devrait être terminé à la trêve en décembre. À l'arrivée, une tribune à 2 étages, complètement couverte et surtout plus proche du terrain et des joueurs. Et si on se transporte au vestiaire, on découvre des tables de massage vertes, choix étonnant lorsqu'on connaît l'adversaire de toujours de l'OL, l'AS Saint-Etienne. Allez, on file au match pour découvrir une domination strasbourgeoise. Avec Nouma côté gauche, Rodriguez n'est pas hors jeu, il peut reprendre et la parade du pied gauche de Pascal Olmeta, c'est terminé après cette reprise de Baticle pour Strasbourg. On jouait pour 3 minutes depuis 3 minutes et la première occasion pour Bruno Rodriguez, l'ancien Bastiais. Et à nouveau Strasbourg à l'attaque, longue ouverture et pas de hors-jeu cette fois-ci pour Baticle. Sortie d'Olmeta de la tête. Le capitaine de l'OL sauve carrément son équipe car Baticle s'était retrouvé tout seul face à lui. Ça flotte un peu en défense côté Olympique Lyonnais. Mais en attaque, on commence à se mettre en place. Déviation de la tête de Maurice. Gava est tout seul au second poteau, mais il loupe le cadre. Wenzel se détend pour rien. Première occasion lyonnaise. Après 20 minutes, elle est pour Franck Gava juste à côté. Sassus qui n'hésite pas à monter côté droit. De place. À nouveau pour Franck Gava, 46e minute. Et ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. Premier but cette saison pour Franck Gava qui n'avait pratiquement pas joué la saison dernière en raison d'une blessure. Et on va comprendre pourquoi Wenzel passe un peu au travers. Ce ballon est dévié et derrière de la manchette, il ne peut rien. Le gardien slovaque, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On joue depuis 46 minutes, quelques secondes avant la pause, au meilleur des moments possibles. Lyon qui repart sur le même tempo en seconde période. Et les attaquants font feu de tout bois. Coquart qui peut peut-être marquer. Il est un petit peu excentré face à Liasser. Un double contact et ce ballon qui passe entre les jambes de Jean-Luc Dogon. Un geste technique extraordinaire de Christophe Coquart, l'ancien Auxerrois. C'est lui aussi son premier but cette saison. Après celui de Franck Gava, Lyon qui mène désormais 2-0 après 55 minutes de jeu. Le double contact de Coquart et derrière un petit peu de réussite. 2-0 pour l'OL, on attaque toujours côté gauche, côté Strasbourg. Et Anselmini passe un peu au travers, reprise de Baticle
qui lui loupe le cadre. Il était seul face à Olmeta comme en première période. Mais sa reprise passe à quelques centimètres du poteau. Et toujours pas de but pour Strasbourg. Battu 1-0 la semaine dernière à la Méno par le PSG. Et pour l'instant mené 2-0 par l'Olympique Lyonnais. Gava toujours homme du match. Côté lyonnais, déviation de Maurice. La tête de Julie qui doit à cet instant précis, après cette nouvelle reprise dans les nuages de Maurice, rêver de mesurer 10 ou 15 cm supplémentaires. On le voit se détendre de tout son long, le petit Ludovic Julie, mais il est un peu court face au grand Wenzel. Toujours 2-0. Termine cette rencontre, 89e minute, coup franc de Gava, sorti par Wenzel, il avait franchi le mur. Victoire 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Guy Stéphane avait choisi de regarder le match depuis la tribune. Il a vu une très belle équipe de l'OL. Avec un retour gagnant à Gerland, donc des deux attaquants buteurs, Gava et Coquart. On va suivre maintenant le résumé du match entre Metz et Bordeaux. Voilà une des affiches de la soirée. Vous le savez, pour les Lorrains, le premier match était mal terminé. Eh bien, il s'agit dès ce soir de la première opération rachat. De l'autre côté, les Bordelais vont jouer dans les jours qui viennent des matchs très importants. Si vous regardez le calendrier, sachez que les joueurs de Courbis joueront dans une semaine contre Auxerre. Alors bien sûr, affronter Metz et Auxerre en une semaine, c'est un très très bon test en début de saison, y compris pour Jean-Pierre Papin, JPP, qui devait normalement débuter la rencontre. Vincent Raduro. Jean-Pierre Papin est bien sûr un des personnages importants de cette rencontre, tout d'abord parce qu'il est titulaire ce soir et puis parce qu'il a failli signer à Metz avant d'arriver à Bordeaux. Mais les attaquants messins sont les premiers à se distinguer avec cette frappe d'Amara Traoré. Et puis côté bordelais, c'est un autre attaquant qui se distingue, c'est Didier Tolo, avec cette belle reprise bien captée par Biancarelli, le remplaçant de Letizy aujourd'hui. Didier Tolo qui est donc aligné aux côtés de Papin ce soir. Encore une frappe, cette fois-ci dévissée, celle d'Isaias. Heureusement pour les Messins, heureusement presque, puisqu'il y avait Traoré pour reprendre de la tête, mais c'était légèrement au-dessus. Une reprise encore d'Isaias. Celle-ci n'était pas dévissée, mais elle n'était pas cadrée. Toujours 0-0. L'équilibre est respecté entre les deux formations. Et cette frappe très lointaine était signée Crossi. Très bien capté par Biancarelli, l'ancien gardien de Bastia, la doublure de Valanconi chez les Corses. Traoré toujours. Il était signalé hors jeu, mais c'est vrai que cette occasion était très très dangereuse pour des Messins qui finissent la première période à toute vitesse. Cela dit, la dernière occasion avant la pause est signée Pavon pour Bordeaux et ce ballon qui est capté par Biancarelli, le gardien messin. Il se retourne, mais le ballon apparemment n'a pas franchi la ligne. C'est ce qu'a estimé M. Vessière. Il y a toujours 0-0 entre Metz et Bordeaux. Bodard, le gardien belge des Girondins, s'apprête à recevoir ce corner d'Isaias. Et puis surtout cette reprise fantastique de Jocelyn Blanchard qui avait marqué 2 fois la saison dernière face à Bordeaux, ici au Stade Saint-Symphorien. Un corner de bas et une tête de Jean-Pierre Papin. Heureusement, il y avait le capitaine messin pour sauver sur sa ligne. Regardez cette tête bien volontaire de Jean-Pierre Papin qui fait beaucoup de terrain aujourd'hui. Encore un corner, beaucoup de corners dans cette rencontre et celui-ci est repris finalement par Amara Traoré juste au-dessus de la transversale, toujours 0-0. Et les Bordelais qui répondent du tac au tac avec Ibrahim Abba à la lutte avec le gardien messin et ce ballon qui va juste au-dessus du but de Biancarelli. Ça, c'est sans commentaire, c'est un coup franc signé Isaias, le Brésilien est un habitué. C'est lui qui ouvre le score grâce à cette balle extrêmement bien travaillée dans le petit filet. Bodard ne peut rien faire et Metz mène 1-0. Ce n'est pas injustifié, certes, mais très peu de temps après, à la toute dernière seconde du match, Bordeaux va égaliser avec cette reprise de Mikou et finalement une tête de Jean-Pierre Papin qui se trouvait là. Il a reçu le ballon sur le visage et on peut dire que c'est lui qui marque. Regardez la reprise de Mikou et Papin qui donne un coup de tête bien involontaire. À la toute dernière seconde de ce match, Bordeaux égalise alors que Metz avait longtemps cru à la victoire. Voilà la tête involontaire de Papin qui croit lui avoir marqué ce but. Je crois que le dernier c'est moi qui la touche, effectivement je la prends de la tête. Elle me vient dans le visage et je la dévie involontairement. Moi, je crois que l'important aujourd'hui c'est d'avoir plein de points. Je crois qu'on a bien joué pendant 45 minutes, deuxième mi-temps. On a laissé un peu Metz jouer, on a essayé de les contrer, c'était très difficile et puis on prend ce but sur coup franc qui nous a un peu tués. Et puis là on décide de repartir et on égalise à la fin, c'est bien pour nous. Et ce but est le 135e pour JPP en première division française.
Voilà, après ce match nul entre Metz et Bordeaux, on vous emmène du côté de Lens. Lens qui recevait ce soir Nancy. C'est l'une des rencontres apparemment les plus déséquilibrées de la soirée. Le calendrier en offert 2 promus, effectivement, aux Lensois pour démarrer ce championnat. Alors, contre Caen, vous en rappelez, la semaine dernière, à l'extérieur, les joueurs de Slavo Muslin avaient déjà décroché 3 points. Si la logique est respectée, ils devraient ce soir en avoir 3 de plus. Mais on va voir si cette logique, ce soir à Bollaert, a été vraiment respectée. David Cosette. Ce soir, Bollaert faisait connaissance avec Vladimir Smisser. L'attaquant tchèque du Slavia de Prague joue là son premier match à domicile et apparemment c'est déjà une idole, reste à confirmer. Ce n'est pas lui que l'on verra d'entrée de jeu mais Christophe Robert sur coup franc. Il avait marqué face à Cannes mais là Vimbé est sur le coup. Ça c'était la mise en bouche parce que le plein de résistance arrive assez vite avec Sébastien Chemel qui file dans son couloir, l'arrêt de Nadon qui relâche le ballon sous la charge de 2 joueurs, son défenseur et Phil Gray qui marque. L'Irlandais vient d'arriver à Nancy en provenance de Sunderland. 1-0 pour Nancy après 11 minutes de jeu. Grosse surprise. Quant à Lens, rien de formidable offensivement. La tête de Marc-Vivien Foué vient stoppé par Grégory Vimbé. C'est à peu près tout et c'est bien peu. Mais Foué, on va le retrouver en deuxième période. Il s'élève plus haut que tout le monde sur le corner et il égalise pour les Lensois après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Foué qui mesure 1m90 et quand en plus il saute aussi haut, c'est injouable pour Vimbé. Ça fait 1 partout. Foué, c'est l'homme en forme, il avait déjà marqué 3 buts lors des matchs amicaux. Quelques minutes plus tard, on retrouve Frédéric Mérieux sur la droite avec un centre et l'arrêt de Vimbé exceptionnel. Malgré les protestations des Nancéens, il n'y a pas de main. Vimbé qui aura réalisé un match de géant face à l'équipe de Lens. Les Lensois qui en deuxième période vont afficher un tout autre visage avec ici la faute de Oignon sur Smisser dans la surface de réparation. L'arbitre M. Derrien indique le point de pénalty. Oignon qui s'est fait piéger par l'attaquant tchèque et c'est comme d'habitude Eric Sikora qui tire ce pénalty au ras du montant droit de Vimbé. Ça fait 2-1 pour l'équipe de Lens qui pour la première fois du match prend l'avantage. Dès lors, l'équipe de Lens va avoir énormément d'espace avec Mérieux au départ. Et ici, Smisser qui a essayé de jouer tout seul alors que Tony Vérel qui était rentré en cours de jeu attendait sur la droite. Smisser qui ne marque pas son premier but, il faudra attendre encore un petit peu. Ritchkov, le jeune Sacha Ritchkov, 21 ans seulement, entre en jeu et au bout d'1 minute, vole un ballon et donne derrière à Smisser. L'équipe de Lens qui mène maintenant 3-1 grâce à ces 2 attaquants étrangers. Ritchkov très efficace d'entrée, une balle en or. Smisser juste derrière. Festival offensif de l'équipe lensoise jusque dans les toutes dernières minutes de cette deuxième période avec encore une fois Ritchkov, un bon ballon en retrait et c'est 2 U qui cette fois-ci trouvent Vimbé à l'arrivée. Les Lensois auront mis 45 minutes à se mettre en route mais finalement Slavo Muslin peut être satisfait. 3-1. Voilà, début à Bollaert, vous le verrez également, pas mal de cartons jaunes, il y en a eu 6 dans ce match, mais l'information c'est que dans Jour de foot, à 22h38, on a fait les calculs, en tête pour l'instant, eh bien, de ce championnat, c'est Lens avec la meilleure attaque, 5 buts en 2 matchs. On va voir maintenant le déroulement du match entre Auxerre et Lille en vous montrant tout de suite des images. Ça date de la saison dernière, c'était un mauvais souvenir pour les Auxerrois, battus 2-1. L'année dernière par Auxerre. Pour Jason Boutoil, que vous voyez là, le nez dans le gazon, ce match avait été une belle satisfaction. C'est lui qui avait marqué les 2 buts lillois en infligeant ici un petit camouflet à cette équipe d'Auxerre qui se souvient très bien de ces images et de cette défaite, y compris d'ailleurs les joueurs qui ce soir faisaient leur début sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps. D'ailleurs ces joueurs, on va les retrouver pour le début du résumé préparé avec Fabrice Balédan. Les champions retrouvent la maison. 3 mois après leur fabuleux doublé Coupe Championnat, les Bourguignons foulent à nouveau leur pelouse de l'Abbé Deschamps. Surprise, il n'y a pas beaucoup de monde quelques minutes avant le coup d'envoi, mais ça va très vite se remplir. En face, c'est l'équipe de Lille qui a la première occasion du match. 4e minute, un coup franc. Garcion au-dessus. Garcion qui vient d'arriver de Nantes. Il est prêté à Lille pour cette saison. Charbonnier avait bien vu. Bonne balle pour Marley, alerté par Danjou. Diomède qui s'infiltre entre 2 défenseurs, extérieur du pied gauche, au-dessus. Superbe geste technique de la part de l'ailier gauche auxerrois, contrôle de la poitrine. Frappe, mais ça passe au-dessus.
Nouvelle action lilloise avec Garcion toujours qui s'infiltre, qui a échappé à Danjou. Mais Charbonnier, toujours bien placé, tire sans grand danger. Lamouchi qui s'en va là-bas sur la gauche. Peu de nez en retrait. Diomède à côté. Guéroux un peu inquiet car on est à la mi-temps et toujours 0-0. Première mi-temps en demi-teinte. Les Rouges de Lille à l'attaque au cours de la seconde période avec leur avant-centre yougoslave Bekanovic dans la surface. Bekanovic, un dribble, deux dribbles, trois dribbles, va pouvoir frapper, oui, et bon arrêt de Charbonnier, encore une fois bien placé au premier poteau. Changement, alors que l'on approche de l'heure de jeu, Antoine Sibierski, l'ex-lillois, entre dans l'équipe auxerroise alors que Saïb décoche un tir terrible. Cobry repousse des 2 points. Corner. Moussa Saïb croyait avoir trouvé la cible. Aubry était là. Le corner tiré par Diomède. Tête de Saïb et but. Moussa Saïb qui ouvre le score. 1-0 pour Auxerre, 61 minutes de jeu. Belle reprise de la tête, mais également petite erreur d'Aubry qui est surpris, regardez sur sa ligne, un peu court. Et 1-0 donc pour les Bourguignons. On a à peine le temps de remettre en jeu 2-0. Cette fois, c'est Antoine Sibierski qui trompe Aubry. Sibierski, l'ex-lillois, crucifie donc ses anciens partenaires. Une frappe qui fuse, qui rebondit juste devant Aubry. Encore une fois trompé. 2-0 en moins de 2 minutes pour Auxerre. Cette fois, les Bourguignons ont mis la machine en marche. Lasland, bonne sortie d'Aubry dans les pieds de l'avant-centre bourguignon. Lamouchi, Goma. Goma sur la gauche alors que Lille est à 10 après l'expulsion de Dindeleu qui a reçu 2 cartons jaunes, donc un rouge et une bonne tête de Marley ici. Aubry, bien placé sur un nouveau débordement de Diomède. 2-0 à la grande joie d'Antoine Sibierski qui vient de signer donc son premier but chez les champions de France. Après un petit début en premier mi-temps assez dur, première balle touchée au fond. C'était ma deuxième, la première c'est sur l'1-2 avant le but. Et ma foi, je tente ma chance et ça rentre avec bonheur, tant mieux. Est-ce qu'en arrivant de Lille, première 2 matchs joués, 2 matchs gagnés, on se sent déjà dans la peau d'un leader? Disons que c'est vrai, 2 victoires, c'est toujours du bien, on commence bien. Il faut pas se louper dès le début car après on a du mal à se rattraper. Là on commence par 2 victoires, c'est vrai qu'on est dans le wagon de tête. Et pour la suite c'est important, le moral et le mental c'est vraiment important. Personnellement, vous êtes complètement adapté au système d'Auxerre? Oui, maintenant oui, de toute façon c'est pas difficile. C'est un 4-3-3, ça joue au ballon, ça joue vite. À partir du moment où on s'adapte vite, et ça va tout seul. Merci beaucoup. Voilà pour des Auxerrois à suivre dans le championnat, c'est important au niveau du calendrier. Ce sera maintenant Bordeaux et Marseille dans quelques jours. On en saura plus également avec ces matchs 3e et 4e journée à suivre pour le calendrier des Auxerrois. On passe tout de suite au Paris Saint-Germain qui recevait Caen et sûrement une petite émotion pour Ricardo par exemple qui retrouvait le Parc des Princes. Émotion aussi pour Leonardo qui lui faisait ses grands débuts sur cette pelouse du Parc des Princes. On attend beaucoup du Brésilien champion du monde. On va voir ce soir pour cette première sortie et la première partie du Brésilien si les supporters parisiens comme ils l'espéraient ont été comblés. On retrouve sur la pelouse du Parc des Princes ou en tout cas dans les tribunes Christophe Josse. Peut-être un bon coup à jouer, c'est ce que se dit Guy David, le nouvel entraîneur de Caen, qui a le souvenir d'avoir réussi de belles choses ici au parc, avec Le Havre et Toulon notamment. De belles émotions pour Benoît Coé, qui retrouve un ancien club. Il a évolué 4 ans à Caen et il retrouve d'anciens partenaires, de Deban, Rival ou encore Lièvre. Des Canets très bien organisés défensivement et qui posent des problèmes au Paris Saint-Germain qui a du mal à trouver la faille malgré les efforts de Guérin qui trouve là Rail, un geste superbe de génie de Rail, superbe lobe, mais Luc Borelli, ancien gardien du Paris Saint-Germain, connaît bien la musique. Luc Borelli bien présent sur ce lobe tenté par Rail. On joue depuis peu et déjà la partie est intéressante. Mais Paris s'expose à la vivacité des attaquants canets et du petit milieu de terrain de Deban qui trouve là Bancarel après un 1-2 bien réussi avec Veilleroy. Malheureusement, la frappe de l'attaquant de pointe Anthony Bancarel, prêté par les Girondins, passe d'Arien à côté. Les coups de pied arrêtés, c'est ce que redoutait Guy David, l'entraîneur de Caen. Il a bien raison, Roche monté de derrière, inquiète Luc Borelli. Et pourtant,
Caen pourrait bien prendre l'avantage dans cette première période avec encore Anthony Bancarel. Encore une fois lancé, oui, ça fait 2 fois. Et en 2 fois, Caen aurait bien pu prendre l'avantage. Mais c'est 0-0 à la mi-temps. Et le PSG repart avec de belles intentions offensives. Et encore une fois, Rai intenable. Très mobile. Cette fois, son pointu passe au-dessus. Caen sort de moins en moins. Vahurua fatigue. Mais quand même, les opportunités sont encore présentes. Guerrero qui tente sa chance. Dommage, le Polonais Lewandowski, regardez, juste devant la main, était un petit peu trop court. Et puis c'est terminé pour Caen. Caen qui va subir en cette fin de match. Tous les défenseurs sont rentrés du côté canet. Luc Borelli tient malgré les assauts répétés des Parisiens. Là c'était Le Guen. Le Guen encore qui se défait du marquage de 3 Canets qui frappe. Ça passe encore au-dessus, loin dans la tribune Boulogne. Allez, le PSG ne se décourage pas, les minutes défilent pourtant. Et là, c'est peut-être l'erreur de Luc Borelli. Une erreur rattrapée par un tout jeune, un junior, sacré champion d'Europe junior tout récemment. William Gallas qui sauve sur sa ligne. Toujours 0-0, ça devient crispant pour le PSG. Alors, Algerino monte à trouver Leonardo. Un Leonardo qui à lui tout seul sème la zizanie dans la défense canaise. Trouve d'abord Koé, le ballon comme aimanté lui revient dans les pieds. Le Brésilien tente sa chance, n'y parvient pas vraiment. Et malheureusement pour lui, le Panaméen Julio César Delivaldes ne parvient pas à conclure. On note aussi ce coup franc et la frappe d'Engoti qui aurait pu être décisive. Mais il y avait les 2 points de Luc Borelli sur un coup franc encore une fois ultra puissant. Un autre coup franc qu'obtient Rai. Et le Brésilien joue vite. Il a vu Mboma rentrer quelques minutes auparavant tout seul au 2e poteau. Prêté à Metz l'an dernier, Mboma est revenu au pays. Mboma avait marqué 4 buts la saison passée. Il vient de marquer en match amical contre Milan. Il confirme sur sa bonne forme. C'est lui qui ouvre le score à 5 minutes de la fin. Dès lors, Paris déroule. Leonardo trouve Loco. Loco qui inscrit le 2-0 à la toute dernière minute de jeu. 2-0, c'est bien le reflet du match. PSG a dominé. Ricardo est soulagé. Paris a gagné. Soulagement chez Ricardo. Joie chez le buteur Mboma. Ils ont tenu jusqu'au bout, presque au bout. Et à la fin, depuis jouer bien tout, presque 90% du match, on a quand même mérité ça. C'est bien pour Paris, ça fait 6 points, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Félicitations. Merci. Ah ben Voilà, on calcule bien du côté du PSG. Pour l'instant, en tête, il y a Lens, Auxerre, Bastia. Et donc, cette équipe parisienne avec 6 points en tête du classement. C'est pas fini. Reste à savoir ce qu'a fait Marseille. Marseille qui voyageait pour la première fois, c'était au Havre. On va voir si Gérard Gilly a réussi à trouver les solutions aux problèmes de défense, de cohésion, notamment dont Gérard Gilly s'était plaint contre Lyon. On va voir si les Marseillais savent voyager sereinement avec Christophe Jamon. Et après, ont dominé la première demi-heure malgré l'absence de leur buteur, Ardian Kosnikou, légèrement touché aux côtes flottantes. Les Havrais qui poursuivent après une demi-heure avec ce centre de Dorasso pour Sanson, un petit peu court. Réaction marseillaise maintenant, les Marseillais qui entendent confirmer leur victoire de la première journée face à Lyon. Travail de Gravelaine, ballon pour Pedros qui manque son contrôle, se rattrape bien. Petite louche pour Xavier Gravelaine qui enchaîne avec une volée splendide. Revaux croit au hors-jeu, il est battu. C'est l'OM qui mène au stade Jules Descenzo après 39 minutes de jeu, 1-0, deuxième but de la saison pour Xavier Gravelaine. Réaction normande dès le début de la seconde période avec un ballon pour Novak sur le côté gauche, centre du Slovène et intervention de Franceschini. Preuve que malgré la pression de Roger Boli et de ses partenaires, la défense olympienne se met progressivement en place. En place comme sur ce coup franc avec le défenseur Marquet qui est monté. Christophe Revaux ne prend pas de risque, il préfère dégager en corner des 2 points. L'une des belles occasions dans cette seconde période pour l'Olympique de Marseille. Avec une frappe tendue de la part de Marquet. C'était dans le cadre, mais Revaux, le capitaine normand, était plus que vigilant. René Exbraya avait connu Ramdan, l'homme miracle de Nîmes, la saison dernière finaliste de la Coupe de France. Il fait entrer ainsi son joker d'un jour. Pour le moment, ballon pour Dorasso qui écarte sur la droite. L'arrière droit est monté. Louis Mathieu résiste à Marquet. Centre de Louis Mathieu. Et Ramdan qui vient juste de faire son entrée égalise. Andreas Kopke est fou furieux. 65e minute de jeu. Les hommes de Gérard Gilly se font rattraper au moment où il semble avoir le match en main. Un but partout avec cet homme providentiel qui sera peut-être l'homme providentiel du bac, Abder Ramdan, qui est à la réception de ce centre de Louis Mathieu, qui s'est bien débarrassé dans un premier temps de Marquet. Ensuite, le plat du pied a fait la différence.
Les Havrais continuent sur leur lancée, ils aimeraient bien accrocher leur palmarès cet Olympique de Marseille. Frappe de Wiesmann, ça passe cette fois-ci au-dessus du but du champion d'Europe allemand. Marseille a du mal à se donner de l'air. Marseille commence à s'énerver progressivement. Ballon pour Eric Roy. Reynald Pedros travaille l'entrée de la surface. Pedros qui retrouve Ibra qui venait juste de faire son entrée en jeu. Mais ça passe trop fort pour Gravelaine. Un tout petit peu court pour réceptionner la balle du remplaçant de Tony Cascarino. Le travail en profondeur de Marc Libra, à qui on reprochera d'avoir été trop collectif sur cette action. Penrose, justement, qui dégage ce ballon. Le petit accrochage au milieu de terrain avec Ramdan. Il s'énerve surtout avec Brando. Monsieur Alain Sars, l'arbitre, n'hésite pas. Carton rouge pour les deux hommes. Il restait alors un quart d'heure à jouer. C'est donc à 10 que Le Havre et Marseille vont terminer cette rencontre. Rassurez-vous, tout rentrera progressivement dans l'ordre. Les deux équipes veulent quand même tenter de faire la différence en fin de match, après que Brando et Pedros aient fini par quitter l'aire de jeu. Dernière tentative peut-être, la balle de match avec Teddy Berta, extérieur pied droit. Andreas Kopke qui s'y reprend à deux fois pour bloquer ce ballon. Ce sera la dernière occasion du match. Frappe terrible de Teddy Berta, le spécialiste sur coup franc pour les Normands qui font match nul finalement face à l'Olympique de Marseille. Mais les Normands qui ont célébré un petit peu comme une victoire ce match nul face à l'OM, un but partout. Voilà des Marseillais donc qui quittent provisoirement peut-être bien la tête de ce classement en première division. On fera le point exact dans la fin de jour de foot, bien évidemment, avec les points, les buts sur les classements, première et deuxième partie du tableau. Mais on peut vous le dire, Lens est en tête ce soir du championnat de France de première division. Slavo Musline est peut-être avec nous en direct depuis Bollaert. Il devrait être avec David Cosette. Bonsoir à tous les deux. Slavo, une première question avant d'analyser le match avec David. Est-ce que le courant passe déjà fort avec vos nouveaux joueurs ou est-ce que c'est simplement la chance d'avoir joué deux promus, Caen et Nancy, chance entre guillemets? C'est un peu d'eux, même si on a gagné deux premiers matchs, on a joué contre deux promus, comme vous dites. Il ne faut pas qu'on s'enflamme. Ce soir, on est premier, mais il y a des matchs difficiles à venir. Et en plus, on a deux blessés ce soir, Jean-Guy Valem et Titi Camara. Alors justement, Slavo, ça a été un petit peu laborieux en première période. En deuxième période, ça a été complètement différent. Qu'est-ce qui a fait que l'équipe de Lens s'est décoincée à la mi-temps? Mais on a mal démarré le match. Je ne sais pas si c'était le peur de faire mal devant notre public. Il fallait confirmer notre victoire contre Caen. Deuxième mi-temps, on a changé certaines choses, surtout au niveau de l'état d'esprit où on a réussi à gagner les duels et réussi à allonger un peu le jeu, passer sous les côtés. Je les ai demandé de passer sous les côtés et on a réussi à marquer sur deux coups de pied arrêtés. Et après, troisième, c'était un peu plus facile. Alors justement, on va revoir très rapidement le troisième but. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de vos étrangers, à savoir Richkov qui rentre en fin de match et puis bien sûr Vladimir Smisser? Vladimir Smisser, il a beaucoup bougé, même s'il n'avait pas beaucoup de réussite. À la fin, il a marqué un but que Richkov lui offre. Par contre, oui, celui-là, mais Richkov, il est rentré au bon moment, je dirais, quand l'équipe de Nancy a plongé. On a déjà mené un 2-1 et c'était beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Slavo. Slavo, si vous nous entendez encore, donc un point sur le calendrier. Vous allez à Nantes samedi prochain. Là, c'est pas un promu, puis c'est une équipe qui a besoin de points. Tout à fait. En plus, après, on reçoit Montpellier. On les a vus hier soir contre Monaco. Et après, on enchaîne au mois de septembre 7 matchs, dont 2 en Coupe d'Europe, avec Monaco, Lyon, Guingamp et tous les autres. Alors, ça sera très, très difficile. D'accord. En tout cas, nous, on sera là pour jour de foot et pour vous suivre à Bollaert et à l'extérieur. On va enchaîner maintenant avec les résultats complets. On va tout de suite montrer ce qui s'est passé ce soir. Avec donc le match avancé Monaco-Montpellier, ça c'est du passé, 23 buts, c'est 4 de plus que la première journée aujourd'hui, aucune victoire à l'extérieur ce soir, ils étaient 5 pour la première journée à s'imposer hors de chez eux, 4 matchs nuls, 1 but partout. Le classement, alors on vous a donné une idée, 4 équipes comptent 2 victoires, il y a là les 3 Européens, Lens, Auxerre, Paris Saint-Germain et Bastia, 4 équipes n'ont pas encore pris de points, ce sont les 2 promus, Nancy et Caen, plus Nice et Strasbourg. On va vous donner des nouvelles des buteurs également. 23 buts pour 23 buteurs. À l'honneur, un joueur, c'est le néo-marseillais Xavier Gravelaine qui a marqué lors des 2 premières journées. Et puis, un petit mot sur la prochaine journée, samedi 24 août.
Il y a notamment Nantes-Lens, on l'a dit, Bordeaux-Auxerre, Marseille-Metz et la veille Nancy contre Paris Saint-Germain. Là, ça sera sur Canal+. Pour savoir tout sur les calendriers également, eh bien voici quelques idées avec nos confrères comme But Poche, la passion du foot ou encore l'officiel du football. C'est le guide indispensable. Indispensable également le foot guide saison 96-97. Et puis c'est un mot qui revient encore sur le dernier qu'on vous a préparé. Regardez, c'est Planète Foot, le guide indispensable aussi pour la saison 96-97. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Nous, notre choix ce soir pour la deuxième division, c'était tout simplement Gueugnon face à Sochaux, un match entre deux équipes qui avaient bien débuté leur championnat. On va voir comment ça s'est passé entre Gueugnois et Sochaliens avec ce reportage préparé par Rémi Tissier. Cet homme à la tête de l'emploi, l'attaquant sochalien Igor Pamic, veut devenir la terreur des surfaces en deuxième division. Mais au quart d'heure de jeu, il va rater sa première occasion franche de but. Bien démarqué par Olivier Baudry, il trouve le moyen de mettre ce ballon à côté. 20 minutes plus tard, Olivier Baudry alerte encore Pamic, dont le formidable coup de tête finit sur la barre transversale, alors que Jean-Philippe Forêt semblait battu. Le FC Gueugnon, lui, eh bien, il va se montrer dangereux juste avant la mi-temps. Patrice Marquet est près du ballon, mais c'est David Trivino qui frappe ce coup franc, détourné par le mur et juste à côté des buts de Stéphane Cassard. 0-0 à la mi-temps dès la reprise. Pamic encore, sur coup franc aussi, fait apprécier la puissance de sa frappe, obligeant le gardien bourguignon à une belle détente. Mais Pamic et Sochaux ont laissé passer leur chance. Les Forgerons obtiennent un corner, frappé par Patrice Marquet, insuffisamment repoussé par Cassard. Ballon de Doumbouya pour Safanjon qui marque. 1-0 score final pour le FC Gueugnon, qui remporte son deuxième succès de la saison, le premier à domicile, grâce à ce but de son défenseur central, Fabien Safanjon. On attendait ce match, on avait un peu de peur avant parce qu'on ne savait pas trop où on allait chez nous. Mais enfin, le public a répondu présent, nous aussi, et c'est tant mieux pour la suite. Vous battez en plus Sochaux, une grosse cylindrée. Oui, mais grosse cylindrée, vous savez, plus ça va, plus la D2 est relevée. C'est vrai que Sochaux est une grosse équipe de D2, mais on a peur de personne et voilà. Alors dans cette deuxième division, il y a eu 20 buts ce soir. On va prendre quelques instants pour vous les montrer sur le tableau des résultats. Châteauroux a battu Toulouse 2-1. Victoire d'Amiens à la troisième ligne de ce tableau. Adjali, Ahmed et Piqueux ont marqué 3-0 face à Épinal. Martigues 2, Saint-Brieuc 1. Il y a eu 3 buts et 3 buts sur pénalty. Toulon a battu Mulhouse 1-0. Ensuite, regardez la victoire du Red Star 1-0 grâce à Brouard. Perpignan, belle affaire contre Louan-Cuiseaux 4-0. Hérault, Crucet sur pénalty. Chanlot, Dangbeto ont marqué pour Perpignan. Niort a battu ce soir Charleville 2-0. Lorient 1, Valence 0. Et encore un résultat, Beauvais grâce à l'Empereur bat 3-1-0. Demain à 20h, il y a le dernier match. Ce sera Saint-Étienne contre Laval. Des nouvelles également du classement avec un petit coup d'œil sur les résultats pour s'apercevoir qu'il n'y a eu aucun match nul ce soir. Donc il y a 3 équipes en tête, un ancien de D2, c'est Perpignan, un relégué de D1, c'est Gueugnon, et un promu de National 1, c'est Toulon. Vous voyez les dernières lignes pour vous montrer Saint-Brieuc, Mulhouse, Laval à la fin de ce classement avec des buteurs Priou, Glia, Chanlot et Losso qui pour l'instant mènent la danse. Et puis mardi 20 août, on retrouvera la Division 2 avec la 3e journée. On accélère le rythme avant la fin des vacances pour certains d'entre vous. Eh bien, les footballeurs auront déjà joué 3, 4, voire 5 journées et ça continuera sur ce rythme au mois de septembre. Merci à toute l'équipe qui entourait ce soir Jean-Jacques Msalem pour ce jour de foot numéro 2. On se retrouve samedi prochain, le 24 août. Bonne fin de soirée sur Canal. Quel bon match au pluriel, mais nous devons rendre l'antenne. Et oui, tout a une fin. Alors, à très bientôt. Bonsoir à tous et merci.